Non, non, vous décalez un petit peu. On va commencer avec moi tout de suite. Bah oui, je vais mettre là. Bah oui. Bonjour les amis, merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous rejoignent au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Vous pouvez nous suivre bien sûr en FM mais aussi en live Facebook, en vidéo. Et puis vous retrouverez cette émission sur notre chaîne YouTube Bar de l'économie bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons parler de perspectives économiques, de culture, de la place des femmes dans l'informatique et puis de comment faire son site web sans coder, quelles sont les nouvelles du no-code, puisque j'ai la chance d'avoir à nouveau un intervenant qui était venu pour nous annoncer sa création d'entreprise. En tout cas, je suis Florence Sueur avec vous pour vous accompagner pendant 7h30 et je suis accompagnée de Philippe à la technique. Alors pour parler de tous ces sujets, eh bien j'ai la chance d'avoir Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains, premier vice-président du conseil départemental du Val d'Oise et président de l'ANET, l'association des villes touristiques de France. Également Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Et puis Blandine Delaporte, cyber. J'ai aussi la chance donc d'avoir Erwan Kézard de la société qui a fondé donc Contournement il y a plus d'1 an maintenant, et donc comment coder, comment faire son site web sans coder, vous saurez tout à l'heure, car comme d'habitude les infos du jour, mais tout de suite place à notre expert. Aujourd'hui c'est notre expert en gastronomie, Bruno Vigoureux. Bonjour. Alors, quelle jolie recette pour ce midi? Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Oh, ce midi, ce soir, demain, quand vous voulez. Alors, ça y est, cette fois c'est bien fini. On a tous rangé depuis un petit moment les meubles de jardin, les barbecues, les planchas. On a tous dit au revoir aux brochettes de poulet, aux gambas marinées, aux côtes de bœuf sur la braise. Cette fois, c'est une autre cuisine, la cuisine d'automne, qui a ses charmes aussi. Voici donc venu le temps des plats mijotés qui parfument délicieusement la cuisine. Alors donc, je vais vous proposer de faire des joues de porc confites au vin rouge. C'est hyper simple, hyper bon, hyper tout. Ah oui. Moi, quand je vois que mon boucher a des joues de porc, hop, je n'hésite pas. J'en prends, et si je ne les fais pas tout de suite, je les mets au congélateur. C'est exactement ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Puis, j'ai lancé une invitation. Et qu'est-ce que j'avais dans le congélateur? Des joues de porc. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour cette recette pour 4 personnes? Vous avez besoin de entre 800 grammes et 1 kg de joues de porc, selon si vous êtes des gros mangeurs ou pas, de l'huile d'olive, une carotte, un oignon, un bouquet garni, 20 grammes de farine et 2 bouteilles de vin. Peut-être qu'une bouteille et demie peut suffire. Prenez plutôt un vin un peu corsé, style Côte-du-Rhône ou un Minervois. Vous aurez aussi besoin de 700 g de pommes de terre, des types Binch, 70 g de beurre doux, 10 centilitres de lait demi-écrémé, du sel et du poivre. Pour commencer, vous épluchez l'oignon et la carotte, puis vous les coupez grossièrement. Dans une marmite, vous mettez un bon filet d'huile et vous faites colorer les joues de porc sur toutes les faces et vous les réservez. Attention, cette opération prend toujours un petit peu de temps. Vous colorez rapidement la garniture, c'est-à-dire l'oignon et la carotte. Vous ajoutez la farine et vous remettez les joues de porc. Vous salez et vous recouvrez de vin rouge. Vous portez à ébullition et vous écumez régulièrement. Ensuite, vous faites cuire à couvert pendant 2 heures à feu doux pour confiner les joues et vous mélangez de temps en temps. Pour la garniture, je vous propose une purée toute simple. Donc vous épluchez les pommes de terre et les coupez en gros cubes et vous les faites cuire dans une casserole avec de l'eau. Quand la pointe d'un couteau s'enfonce bien dans la pomme de terre, c'est qu'elles sont cuites et vous pouvez alors les égoutter. Vous les écrasez et vous ajoutez le beurre et le lait. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Quand je vous ai dit que c'était hyper simple, la purée, j'avais choisi de la servir dans des petites casseroles, des petites cocottes en fonte individuelle. Ça fait toujours son petit effet. Autre avantage de ce plat, il est fortement recommandé de le faire 24 heures à l'avance, il n'en sera que meilleur. Voilà, vous avez donc tout pour vous régaler, enfin presque.
Il manque le vin à boire avec modération. Là, je me suis rendu compte que j'avais un bon gros Hermitage qui traînait dans la cave. C'était parfait. Alors faites-vous plaisir avec ce bon plat d'automne. Au revoir et bonne cuisine à tous. Merci beaucoup Bruno Vigoureux pour cette jolie recette, pas chère en plus, donc ça c'est un autre avantage. Allez, on continue tout de suite par nos infos du jour. Eh bien, c'est un hommage tout de suite, un hommage à Eddie Van Halen, compositeur bien connu pour ses solos de guitare, qui est décédé des suites d'un cancer de la gorge. Il était guitariste américo-néerlandais, né en 1955. Il avait fondé avec son frère Alex Van Halen le groupe de hard rock Van Halen. Il est le père du bassiste Wolfgang Van Halen, qui fait lui aussi partie du groupe depuis 2006. Et donc, tout le monde connaît Eddie Van Halen, c'est un guitariste virtuose qui a popularisé le tapping, une technique de guitare qui consiste à jouer des notes en faisant des hammers et des pull-off. Je suis sûre que les spécialistes de la musique sauront ce que c'est exactement. En fait, successivement, avec la main gauche, on gratte sa guitare tout en tapant une note avec la main droite, et cette technique remonte à la guitare classique. Steve Hackett, le guitariste de Genesis, était l'un des premiers à utiliser cette technique. Mais Eddie Van Halen la popularisa, notamment lorsqu'il utilisa son solo presque entièrement bâti sur cette technique dans son titre qui s'appelle Éruption. Il raconte avoir eu l'idée de se servir de cette technique pendant qu'il regardait un concert de Led Zeppelin. Voilà. Alors, deuxième info du jour. Eh bien, selon une enquête du ministère de l'Éducation nationale en 2019, sur 200 collèges, 54,4% des élèves avaient des acquis fragiles, voire insuffisants en mathématiques, contre 42,4% il y a 5 ans. Pour un quart des élèves, 25,8% dans les classes, l'utilisation des retenues dans la soustraction n'est pas acquise. Seul un écolier sur 5 est capable de réutiliser les notions de maths vues en classe dans des situations de la vie courante ou dans la résolution de problèmes complexes qui nécessitent de réfléchir de façon autonome. Les différences de niveau restent très marquées par l'origine sociale des élèves. Les écoliers les moins favorisés accusent une baisse de leurs résultats en maths de 22 points. Moins 21 points pour les catégories sociales intermédiaires, mais pas de baisse pour les élèves inscrits dans les écoles les plus favorisées. Les garçons affichent un score supérieur de 9 points aux filles, ça c'est important. 67% des élèves en 2009 déclarent faire des mathématiques par plaisir quand même, mais ils étaient presque 76% en 2014, donc là aussi il y a une chute. Alors par contre, l'étude montre que pour les élèves en classe de 3e, sur 300 collèges, il y a une baisse de 6 points par rapport à 2014. Et donc, eh bien, malheureusement, une chute du niveau des Français. J'imagine, Blandine Delaporte, vous qui travaillez dans l'informatique, ça ne doit pas vous plaire d'entendre ce mauvais résultat? C'est sûr que vu les besoins qu'on a déjà dans le milieu informatique, et puis ça ne va pas s'arranger, on en aura de plus en plus. On a besoin de jeunes gens formés en école d'ingénieur, dans les facultés et sur des domaines scientifiques. Donc c'est vrai qu'il faut encourager nos jeunes collégiens à aller vers les sciences et à aller vers les maths parce que c'est très important pour l'avenir du pays. Bien sûr, et on en reparlera ensemble tout à l'heure. Autre point de conjoncture, cette fois, c'est la publication de l'INSEE. C'est tombé hier. Activité économique en chute, bien sûr, dans les bars, restaurants, salles de sport, etc. Transport aérien de voyageurs très affecté. Mais l'INSEE maintenant s'inquiète pour les services, car les perspectives pour les 3 prochains mois sont en chute, alors que dans l'industrie, le carnet de commandes est remonté. La confiance des ménages n'a pas rebondi depuis avril dernier, car les Français s'inquiètent du chômage et considèrent qu'il est opportun d'épargner. Les services hôtellerie, restauration, services de transport, activités récréatives, de loisirs ont connu une embellie durant l'été, puisque les Français ont consommé. Mais pour les vacances de la Toussaint, il n'y a pas suffisamment de réservations. Dans l'industrie, bien sûr, le secteur aéronautique a fait chuter les exportations de biens manufacturés, mais les services sont globalement beaucoup plus affectés que l'industrie. L'hébergement, la restauration, les transports de voyageurs, les activités culturelles représentent au total 8% de la valeur ajoutée du pays. Les métropoles ont été pénalisées par le recul des dépenses des touristes français et conjugué à la forte chute du nombre de touristes étrangers. Environ 840 000 emplois, dont près de 730 000
emplois salariés seraient perdus en 2020 et l'INSEE prévoit une forte hausse du chômage au second semestre qui devrait atteindre 9,7% en fin d'année. Au total, sur l'année 2020, la prévision de contraction du PIB reste de l'ordre de moins 9%. L'inflation serait, elle, limitée à un demi-point. Et pour les ménages, le pouvoir d'achat ne devrait baisser en moyenne que d'1 point sur l'année, mais bien sûr, les situations individuelles peuvent être très disparates. Ce n'est pas des très très bonnes nouvelles, bien sûr, que nous annonce l'INSEE, mais je pense qu'il faut en parler. Jean-François Benon. Écoutez, on a des indications qui sont dans le Val d'Oise également un petit peu inquiétantes sur l'évolution de la demande d'emploi. On pense alors c'est difficile à évaluer, mais on pense qu'à la fin de l'année 2020, le nombre des demandeurs d'emploi dans le Val d'Oise aura progressé d'environ 15 000, ce qui est un chiffre un petit peu inquiétant, plus qu'inquiétant. Parallèlement, mais Philippe Sueur pourra vous le dire mieux que moi, le conseil départemental s'inquiète fortement actuellement de l'augmentation massive, et c'est un phénomène national, du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active, du RSA. Et c'est un signal extrait. Alors au-delà de l'impact sur les finances publiques qui va être dramatique, c'est surtout un signal d'appauvrissement très, très inquiétant. Et on voit effectivement tous ces clignotants qui commencent à s'allumer. On ne peut pas dire qu'on est véritablement surpris. On savait que la situation de ce point de vue-là allait être inquiétante. On peut penser qu'elle va encore s'aggraver parce que beaucoup d'entreprises et donc beaucoup de salariés sont encore un peu protégés, entre guillemets, ou couverts par le régime de l'activité partielle. Mais ce régime est en train de se modifier tout doucement pour un certain nombre de secteurs d'activité et on commence en ce qui nous concerne, nous, au CEVO, avec la vision de l'Agence de développement du Val d'Oise, de voir des plans sociaux massifs, importants en tous les cas, qui apparaissent. Donc des employeurs sont en train d'anticiper les mois qui viennent avec cette absence de perspective qui est flagrante, avec des annonces de plans sociaux, voire de fermeture de sites, ce qui évidemment est extrêmement préoccupant. Est-ce que, alors justement, peut-être Philippe Sueur, vous voulez compléter par rapport notamment aux inquiétudes du département? Oui, volontiers. Ce que dit Jean-François Benon, c'est vraiment, en tant que directeur général de notre agence de développement et d'attractivité, l'expert. Mais les chiffres qu'on nous fournissait début septembre en termes de destruction d'emplois étaient estimés à 12 500. C'est considérable. Et là, les projections chômage sont évidemment alignées sur ce premier chiffre qui va aller en s'amplifiant jusqu'au mois de décembre. Alors, le Val d'Oise est particulièrement touché en raison de sa spécialisation dans l'aéroportuaire et l'aéronautique. Bon, sur l'aéroportuaire, on n'a pas à commenter davantage. On est dans une récession qui ne retrouvera son véritable étirage que 2025, voire 2027, sur le trafic mondial. Mais la zone de Roissy, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui aujourd'hui, effectivement, sont assistés, mais qui ne le seront plus sur l'année 21, autrement que par la prise en charge, bien sûr, du RSA ou du chômage. Mais ce qui est beaucoup plus sensible, c'est des destructions d'emplois dans le domaine aéronautique, par les commandes d'Airbus, tout le monde l'a entendu, ont diminué. Des compagnies qui avaient des options, qui avaient des réserves, les ont donc annulées. Or, le département du Val d'Oise comptabilise un peu autour de 150 entreprises de la sous-traitance aéronautique à un très haut niveau technologique. Et certaines sont quasiment en mono-clientèle, c'est-à-dire donc ils servent un assembleur, un constructeur. Bon, je rappelle, c'est une évidence pour ceux qui savent, mais pour nos éditeurs, c'est pas forcément évident, que un constructeur d'avion, un avionneur, ne produit pas ces pièces. Il conçoit l'avion et il l'assemble. Donc, à un moment donné, vous avez une supply chain qui va contribuer à cet assemblage. Le Val d'Oise, 150 entreprises qui vont se trouver
en difficulté, puisque c'est en Val d'Oise. Alors le Rafale, bon, on ne va pas le toucher, parce que là, on est sur une rigide ligne de commande, mais sur les Airbus, bien entendu. Et ça affecte Safran, ça affecte Dassault Falcon Service, ça affecte toutes ces sous-traitances. Et là, nous sommes inquiets parce que ce sont des emplois de haut niveau qui ne sont pas reconvertibles aussi facilement que cela. Voilà, ça c'est un premier commentaire. Notre inquiétude sur les services, bien entendu. On pourra évoquer peut-être un peu plus loin le tourisme également. Merci beaucoup Philippe Sueur, merci Jean-François Benon pour ce commentaire. Alors justement, poursuivons dans la filière aéronautique et spatiale. Eh bien, le GIFAS, le groupement des industries françaises et aéronautiques et spatiales, nomme Philippe Bernat comme médiateur. C'est ce qu'a déclaré Éric Trappier, le président donc du GIFAS. Philippe Bernat devient également le président du Collège des médiateurs. Depuis 2014, toute cette filière de l'aéronautique et spatiale est gérée par le GIFAS dont la mission est de la résolution de différends et de litiges dans les relations clients-fournisseurs. Et pour renforcer cet axe, la profession bénéficie également d'une charte d'engagement sur les relations clients-fournisseurs qui a été signée cette année dans le cadre du plan de relance du gouvernement pour justement la filière aéronautique. Philippe Bernat était auparavant, depuis 2014, responsable du pôle innovation et numérique du médiateur des entreprises au ministère de l'économie et des finances et de la relance. Il est également médiateur national délégué. Il a débuté sa carrière professionnelle au sein d'Alcatel Défense, qui a été intégré chez Thales. Autre information, justement pas réjouissante aujourd'hui, c'est le géant de la restauration collective, Elior, qui a subi de plein fouet la crise du coronavirus, qui donc a affecté la fréquentation des restaurants d'entreprise, et donc les salariés ayant déserté et travaillant bien sûr en télétravail, eh bien on voit déjà les premières annonces. Elior prévoit la suppression, alors annonce 1888 suppression de postes, mais va reproposer des postes, à peu près 1000 emplois sur différents, suite au départ en retraite, etc. Mais en tout cas, ça supprimerait quand même plus de 800 postes chez Elior. C'est ce qu'a annoncé Frédéric Galliat, le directeur général de l'activité entreprise au sein d'Elior France. Vous voulez commenter, Jean-François Benon ? Oui, c'est une entreprise que l'on connaît bien et elle est partout présente en France. Nous sommes précisément, il y a quelques mois encore, nous étions dans des réunions techniques avec eux, y compris dans leur siège à la Défense, pour évoquer des projets de recrutement et de développement de services dans le Val d'Oise. Vous voyez, ils étaient en train de gagner des parts de marché dans la restauration collective. Ils gèrent de très très grands sites de restauration collective dans notre département ailleurs, notamment à Cergy-Saint-Christophe, où ils ont la gestion de restaurants interentreprises dans des parcs d'activité majeures. Et leur stratégie était vraiment celle du développement, de la diversification et une montée en gamme d'ailleurs des diversifications des prestations proposées. Donc c'est une triste nouvelle évidemment et elle impacte la qualité des services qui sont proposés, mais surtout c'est une entreprise qui recrute localement, et donc comme elle recrute localement, c'est des emplois qui vont toucher directement les habitants du Val d'Oise à tout niveau de qualification, et donc c'est une nouvelle effectivement inquiétante. Elle vient se rajouter malheureusement à d'autres informations du même type. Je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, la société Collins Aerospace, dont on parlera à nouveau de l'aéronautique, dont parlait Philippe Sueur il y a un instant, qui est une des entreprises phares de la sous-traitance aéronautique, puisqu'il travaille directement sur les systèmes de commande de vol des Airbus, notamment à Saint-Ouen-le-Mône. Cette entreprise a annoncé, pour de mémoire 135, suppression de postes dans son unité de fabrication à Saint-Ouen-le-Mône. Il y a 3 jours, a été officialisé, mais malheureusement on voyait arriver ce risque majeur depuis quelque temps, la fermeture. Là on parle d'une fermeture d'un site industriel majeur de notre département qui est à Beson, qui est la société PPG Silence France, qui est une société qui appartenait historiquement au groupe Total et Hutchinson et qui avait été rachetée par des capitaux américains. Et donc l'établissement de Beson, qui a été très longtemps dans le Val d'Oise un fleuron industriel de notre territoire, fabrique des mastiques et pour l'industrie aéronautique et pour l'industrie automobile. Je crois qu'il n'y a pas un avion dans le monde
qui volent sans avoir du mastic de cette société qu'on appelait autrefois le joint français et qui s'appelle aujourd'hui PPG Silence. Eh bien, cette entreprise, malgré son très haut niveau de technicité, malgré sa capacité à se diversifier dans l'aéronautique et dans l'automobile, annonce la fermeture de ce site d'ici juin 2021, donc dans 6 mois. Dans 6 mois. Et c'est 208 emplois qui sont concernés pour disparaître, des emplois industriels de haut niveau de qualification et avec une longue histoire industrielle de ce territoire à Besançon. On compte tout à l'heure Madame le maire de Besançon pour faire un point sur les questions économiques. C'est évidemment pour des villes également des vrais sujets de reconversion, de réflexion, d'accompagnement des salariés. C'est vraiment des sujets douloureux à tout point de vue. Une fois qu'on a annoncé un chiffre dans la presse ou dans les médias, c'est quelque chose. Mais derrière, il faut voir que ce sont oui, l'impact sur les familles. C'est des choses très délicates. Alors il y a évidemment des plans qui se mettent en place pour de la reconversion. On était en train de discuter hier avec des cabinets de reclassement qui sont candidats pour accompagner ces reclassements. Mais rien n'est simple parce que le reclassement de salariés industriels dans une... Il y a encore 6 mois, je vous aurais dit, à la limite, ces salariés ils vont retrouver un emploi dans les semaines qui viennent. Ce n'était pas un vrai sujet. Malheureusement, quand ces problèmes arrivent en cascade, c'est très douloureux parce que ils arrivent sur un marché du travail où leur capacité est tout à fait remarquable, mais dans lequel, malheureusement, les difficultés sont concentrées. Donc, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Alors, je voudrais quand même apporter quelques touches d'optimisme, quand même, heureusement. Il y a aussi des entreprises qui recrutent beaucoup. On parlait du secteur digital, numérique et des technologies de l'information. On a dans le Val d'Oise des leaders, évidemment, de type Atos ou Dell EMC, etc., qui continuent à recruter et qui se développent, qui font beaucoup d'acquisitions. Atos est en train d'acheter beaucoup en ce moment. Et ça, c'est important pour notre territoire. Mais pour parler d'entreprises plus moyennes, je voulais citer parce que c'est d'actualité. Alors, eux, ils cherchent, et ça peut intéresser certains de vos auditeurs d'ailleurs, la société Asvo, qui est une très belle entreprise d'origine allemande, qui est en train de s'installer dans un nouveau bâtiment ultramoderne de 15 000 m² à Cergy-Pontoise, précisément dans la commune de Neuville-sur-Oise, côté de la gare RER de Cergy-Neuville, de Neuville-sur-Oise, université. Cette entreprise que le CEVO a d'ailleurs accompagnée pour trouver un terrain pour s'installer, a annoncé hier encore qu'elle était à la recherche de 80 salariés de tout niveau, depuis des personnes dans la logistique jusqu'à des cadres. Et donc j'invite vos auditeurs qui auraient envie de regarder ça de près, d'aller sur le site ASVO, ASWO, ça doit être asvo.fr, de cette entreprise valdoisienne, ancrée dans le Val d'Oise, avec des vraies valeurs d'entreprise d'ailleurs, une très belle société. Aller se renseigner sur le site, tous les postes sont décrits. Et il y a 80 postes au moment où je vous parle qui sont ouverts dans cette société. Donc voilà. Donc il faut évidemment toujours voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On a énormément d'inquiétudes dans un secteur, comme le disait Philippe Sueur, qui est majeur pour notre territoire. Et Philippe Sueur évoquait le secteur du transport aérien. On n'en parle même pas parce que là, et tout ce qui est lié à l'aéroport Charles de Gaulle, l'hôtellerie, les transports, les VTC, les plateaux repas avec serveurs, les boutiques hors taxes dans les aérogares, etc. Là, on a vraiment des inquiétudes majeures. Mais en même temps, étonnamment, on a des entreprises qui recrutent, qui se portent bien, qui se développent, et donc il faut aussi le dire. Voilà. Il faut aussi le dire effectivement parce que les perspectives économiques ne sont pas toutes noires dans tous les domaines. Au contraire, il y a des domaines qui vont très bien, dont celui de l'informatique. On en reparlera tout à l'heure pour le deuxième sujet de notre émission du jour. Alors, on peut peut-être, pour conclure sur les perspectives économiques, Jean-François Benon, Philippe Sueur, on peut peut-être finir sur le Val d'Oise. Bah, écoutez, on en a bien parlé. Je pense que le Val d'Oise est là au cœur des sujets qui préoccupent notre pays et le monde actuellement. On est vraiment, Philippe Sueur le disait, par la nature même de notre territoire ouvert à l'international, le Val d'Oise avec l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport du Bourget, est par nature un territoire ouvert à l'international, par sa spécialité très forte au niveau des transports de passagers avec les aéroports de Charles de Gaulle. Je vous rappelle que Charles de Gaulle était, quand on parle des chiffres, tout ça paraît maintenant un peu ridicule, alors que ça remonte à 6 mois. Il y a 6 mois, l'aéroport Charles de Gaulle était le premier aéroport d'Europe continentale. Il allait doubler l'aéroport de Londres-Heathrow et devenir le premier aéroport d'Europe avec 77 millions de passagers. 6 mois après, on est à 25% du trafic. Et donc,
tout devient un peu dérisoire et ouvre des vraies perplexités parce qu'on a une incapacité totale, ce qui est terrible aujourd'hui dans la plupart des entreprises de notre département, comme d'ailleurs, mais dans le transport aérien c'est flagrant, c'est cette incapacité à savoir quand on peut imaginer une reprise. À se projeter, en fait. Ça c'est très difficile, c'est très douloureux, parce que les Air France et les compagnies aériennes et les exploitants d'aéroports, notamment Aéroports de Paris, qui sont des employeurs majeurs de notre territoire, avaient imaginé, après un mois d'août qui donnait le sentiment d'une certaine reprise, les gens ont un peu voyagé au mois d'août, ça repartait. Air France a remis des avions, ils ont monté le programme de vol, ce qu'on appelle le programme de vol, et nos amis d'Air France avaient imaginé statistiquement qu'en septembre, octobre, ils allaient progressivement remonter à 40, 50, 60% du programme de vol. Malheureusement, les premiers chiffres de septembre ont été très décevants. Les hommes d'affaires, notamment les milieux professionnels, n'ont pas repris les voyages. Et comme on sait que dans ce qui fait la recette d'un avion, c'est ce qu'on appelle les classes avant, la classe affaires, les passagers qui voyagent pour les affaires, eh bien l'équilibre est extrêmement dramatique. Air France aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros de pertes par jour. Par jour, c'est énorme. 10 millions, c'est énorme. Ça fait dire 400 millions, entre 350 et 400 millions d'euros de pertes nettes par mois. Quand vous savez que le gouvernement et qu'on a donné à Air France à peu près 7 milliards d'euros d'aide, et encore en consolidant entre les prêts et les aides, vous voyez que la capacité de maintenir même l'activité est finalement assez courte. Quand vous consommez 400 millions d'euros par mois, même avec 7 milliards, vous tenez un an. Hein, voilà. Justement, Philippe Sueur, en tant qu'homme politique, moi j'avais une question à vous poser. Est-ce que on voit bien que l'activité économique est complètement tenue aux restrictions Covid? Est-ce que finalement, dans les réunions, dans les réflexions politiques, on ne peut pas se dire il faut bien reprendre une vie normale et s'habituer à vivre avec le Covid et obliger tout le monde à porter un masque, mais revivre normalement, réouvrir les frontières? Est-ce que ça ne se dit pas quelque part, puisqu'on voit bien les chiffres de l'INSEE. Hein, les chiffres de l'INSEE disent bien que plus il y a des restrictions et moins ça fonctionne. Oui, je pense qu'il y a plusieurs questions là-dessus. D'abord, on observe, je crois que c'est bien, hein, il y a une organisation du travail qui se réinvente. Hein. Il est certain que le télétravail va prendre désormais beaucoup de place. J'entendais, là, c'était vraiment une inspection très supérieure dans une grande maison de l'État où la personne en question dit je fais 2 jours de présentiel et 3 jours de télétravail. Bon, l'effet cadre qui a été évoqué pour Air France fait qu'effectivement, il y a des déplacements qui ne vont pas se faire. Il y a des réorganisations qui vont évidemment se mettre en place. Néanmoins, moi, j'ai deux choses franchement à souligner. La première, ça a été évoqué par vous tout à l'heure, c'est les services. Hein, les services tels qu'ils sont aujourd'hui sur le marché, qui vont être abîmés. L'hôtellerie. Bon, l'hôtellerie, c'est évident, 8000 chambres sur Roissy, il n'y a pas de taux d'occupation, je pense, supérieur à 10-20. Sur Enghien-les-Bains, sur notre station, donc les 2 hôtels qui cumulent 190 chambres, il y en a 43 d'ouvertes. L'hôtel du Lac est fermé. Les restaurants ne se remplissent pas. Les séminaires qui étaient à nouveau réinscrits sont annulés. Bon, donc on a forcément là des entreprises de services et énormément de personnel qui sont en difficulté. Le tourisme, qui a été plutôt satisfaisant grâce au tourisme national, puisqu'il n'y a pas de tourisme international cet été, a été sauvé par un très bel été, sans doute caniculaire, mais un très bel été. Les stations, notamment de bord de mer et de montagne surtout, s'en sont bien ressenties. On a des projections sur l'année prochaine, elles sont déjà frileuses. Bon. Donc, 2 300 000 salariés du tourisme, 2 300 000, 450 000 saisonniers. On ne sait pas bien comment l'année 21 va se dérouler. Donc la casse, on commence à la vivre, mais elle va ensuite glisser sur l'année 21. Alors, et c'est là, moi j'ai un ressenti d'homme public, c'est que les Français n'ont pas pris conscience en réalité de la situation. Pour moi, ils n'ont pas pris conscience. Parce que ils ont
été disciplinés, remarquables pendant le confinement, un déconfinement assez satisfaisant, beaucoup de relâchement, mais pas en quelque sorte de ressort, parce qu'on les a protégés. L'État a fait un effort colossal, mais colossal, qu'il ne peut en aucun cas répliquer l'année prochaine. C'est la ruine. C'est la ruine de l'État. Vous pensez qu'on est passé quand même à 120% d'endettement au regard du PIB. 120% du PIB en endettement. Bon, c'est de la planche à billets. En plus, on n'a pas la main directe. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est la BCE. Or, nos voisins européens ne sont pas dans les mêmes attitudes, notamment mentales. Donc on a l'impression qu'avec un coup de baguette magique et financière, on a sauvé la situation et que ça va continuer. Or là, non, je dis, il y a un effort considérable de reprise en main, de solidarité. Quand je pense qu'on a, c'était le 17 septembre, enregistré une grève de la SNCF, qui n'a pas fortement mobilisé, c'est vrai, mais comment imaginer un 17 septembre en reprise faire une grève? Bon, ça pose des questions. Mais bon, on voit bien sincère, mais voilà comment Mais on voit bien aussi que d'autres pays, prenons l'exemple des Pays-Bas, n'ont pas pris les mesures de restriction aussi drastiques que chez nous. Par contre, tout le monde porte son masque, mais on vit normalement. Est-ce que, au niveau de l'État, il ne faut pas penser à nous faire revivre normalement en imposant le masque, quitte à mettre des amendes à ceux qui ne l'ont pas? Vous avez deux pays qui n'ont pas confiné, c'est les Pays-Bas et la Suède. Ils n'ont pas cassé leur outil économique. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont sur le front. Alors, bon, ça c'était c'était donc notre premier sujet du jour, les perspectives économiques, car aujourd'hui, au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin, je suis accompagnée de Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains, premier vice-président du conseil départemental et président de l'ANET, de Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, de Blandine Delaporte, cyber-évangéliste chez Checkpoint Software, et de Erwan Kézard de Contournement, ou comment créer son site web sans coder. Alors, deuxième sujet du jour, ça va être la culture. Là, c'est quand même un espoir, malgré tout, c'est quand même notre lien social, finalement, la culture. Hier soir, Philippe Sueur, vous ouvriez la saison à Anguin-les-Bains. Donc, belle saison qui s'annonce. Je veux dire, la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé quelques milliards d'euros, enfin 5 millions d'euros pour la culture et en subvention au festival. Est-ce qu'il y a des festivals à Anguin qui vont pouvoir en bénéficier, à votre avis? Est-ce que vous allez faire des demandes? Alors, non. Sur les festivals, nous n'avons pas de programmation des bains numériques parce que c'est une biennale sur l'année 21, bien entendu, sinon nous l'aurions fait. Néanmoins, notre saison a été programmée et se déroulera normalement, bien entendu. Nous n'avons qu'une grosse manifestation, mais dont le coût n'est pas exorbitant et qui, en réalité, surfe sur les nouvelles technologies, les nouveaux comportements. C'est le PITS, un Paris Image Digital Summit qui réunit 800 professionnels des effets spéciaux, du FX, etc. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'arrivée à Anguin de Art FX, qui est une des grandes écoles françaises qui enseigne depuis la formation initiale jusqu'au Master 2 dans les effets spéciaux du cinéma, et déjà des anciens élèves ont été reconnus par des Oscars. Donc on est très fiers de cette école. D'ailleurs, je pense que dans 3-4 ans, nous aurons un mini-campus consacré aux arts numériques et aux effets spéciaux du cinéma. Voilà, je répète ce que vous venez de dire pour tous ceux que ça intéresse. Artefix vient de s'installer à Anguin, donc si vous voulez connaître et vous former en effets spéciaux, eh bien inscrivez-vous dans cette école. Et donc vous avez parlé du PIT, Philippe Sueur, c'est voilà. Fin janvier. C'est fin 2021. Janvier, donc nous sommes dans les 27, 28, 29 je crois, janvier, c'est une très grande réunion. Et les étudiants, ils sont toujours très présents, ils y sont invités tout particulièrement parce qu'en parallèle de ces échanges entre professionnels, une job fair est organisée qui offre autour de 500 postes ou stages aux étudiants de ces filières. Voilà. Pour dire que la culture est absolument nécessaire dans
des situations comme les nôtres. D'ailleurs, j'ose faire un parallèle. Moi, je considère que nous sommes en temps de guerre, que la guerre, c'est le virus, que nous sommes donc sous une occupation, qu'on a des comportements de restriction nécessaires, des comportements de, en quelque sorte d'adaptation, voire de soumission. Le mot n'est pas bon, mais néanmoins, quand on est sous occupation, il faut exister, il faut réagir, il faut projeter, il faut résister. Voilà. C'est une question de liberté, à mon sens, de liberté de l'esprit comme de liberté économique. Et la culture y participe. Voilà. Et je pense que c'est important. Et j'ai osé, hier soir, ça m'est venu spontanément, faire un parallèle avec l'occupation de 39-44 en France. La culture existait. Elle n'était pas totalement anesthésiée, bien de là. J'étais très surpris de voir en matière donc théâtrale, cinématographique, éditoriale, il y avait des choses. Sous une surveillance, c'est évident, mais dans l'art, qui n'est pas expression d'idées, il y avait aussi beaucoup de création. Donc ça existe. Roselyne Bachot, je crois, est parfaitement à son poste là-dessus, parfaitement. Et en parallèle, ou conjointement, je pense que le numérique va jouer un rôle énorme. Hier, j'étais chez Cédric O. Alors justement, j'allais vous poser la question, c'était ma dernière question. Vous avez rencontré Cédric O hier. Alors, que s'est-il passé pendant cet entretien? Non, je ne l'ai pas rencontré. Là, en fait, dans ma qualité de président des communes touristiques et stations classées de françaises, je rencontre beaucoup de ministres en ce moment liés au tourisme, bien sûr. Et hier, donc, j'ai rencontré son directeur de cabinet, Xavier Darod, et le chef de cabinet. C'est assez rare que les deux soient ensemble. On a travaillé 1h30 sur toutes ces questions qui sont liées à notre domaine économique, mais surtout, j'ai compris qu'il y avait un immense intérêt sur 2 points qui nous concernent. Un, effectivement, c'est le numérique dans la culture, mais aussi, ça va intéresser tous nos auditeurs, qu'ils ont pris conscience qu'il y avait un électronisme, comme on dit, ou un illettrisme numérique, pas seulement, on aurait pu le croire, chez les seniors, non, il y en a aussi qui sont sacrément au point, mais aussi chez les jeunes, parce qu'apparemment, ils maîtrisent très bien leur iPhone, leur ordinateur, mais il y a plein de process qu'ils ne savent pas maîtriser, donc ils vont mettre beaucoup de millions sur 2 ans pour mettre en place des sortes d'enseignements, de coches de l'usage numérique. Donc, nous avons là, je crois, beaucoup d'espoir, parce que ça fait partie de la transformation de la société, comme de la transformation de l'entreprise. Voilà. Je suis sorti avec un sentiment qu'on avait là, vraiment des hauts fonctionnaires très conscients des réalités du terrain. C'est pas courant. Merci beaucoup pour cette analyse, Philippe Sueur, et merci d'avoir été avec nous ce matin. On va tout de suite faire une pause musicale. On va rendre hommage, bien sûr, à Eddie Van Halen. Et puis, ensuite, nous allons partir dans l'informatique, c'est-à-dire qu'on va parler de la place des femmes dans l'informatique et de comment créer son site web sans codage. Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio dynamique. On pourra nous faire une photo parce que Je peux la faire tout de suite. oui, ça t'en est pas, tu restes en bas. Donc tu l'as fait de. Ah oui, tu l'as fait de là-bas. Philippe Barricure, tu peux vraiment pour faire la photo sur 500. Où tu veux la faire où? Mettez-vous là, tous les 4. D'accord, on reste là, reste là. Oui, restez là. Tu vas nous voir. Mais fais-la plutôt en vertical. Oui, je vais faire les deux. Ouais, parce que moi, ça- Mettez-vous au milieu, sinon je ne vois pas. je reste assis, mais c'est pas terrible. On va mettre Voilà. ceci, On va se faire engueuler. Lors d'une avancée un petit peu. tout est critiqué, tout est regardé. Ouais, si tu veux. Est-ce que tu pourras me les envoyer? Ah, je te les envoie tout de suite. Et du coup, mon téléphone. C'est adorable, merci. D'accord. Ouais, parce que quand tu n'as pas le masque, on se fait engueuler. Toutes les photos qu'on Ah oui. fait, Ah oui. hyper bien. Ah oui, mais François passe là-bas. moi je suis obligé Toutes de les faire photos. Je fais très attention parce que place de Jean-François sur Bernard. les réseaux sociaux, J'ai donc, rencontré lundi tu as vu. Annick Girardin. Ah oui, oui, tu m'as dit. Elle est remarquable. Ah oui, tu m'as dit. Ah ouais, vraiment, moi j'ai marqué. Ouais. Ça fait 6 ans que les ministres ont dit Ah oui, il a été au Dom-Tom. Ah ouais, de Hollande. Philippe,
tout à l'heure, Philippe, on se voit bien. Oui, à 17h On là-bas. se retrouve avec elle. Tu viens à l'inauguration du Hafesla? Non, tu viens pas. Tu viens pas. On se retrouve à 17h à Besançon. À la mairie directement? Oui. D'accord. Philippe, il y a encore combien de temps? Vas-y, tu peux. C'est bon? Il reste 10 minutes. On s'est rencontrés, on n'a pas échangé. Vous avez une carte de visite? Non. Non, vous n'avez pas ça. Et Je vous en donner une avant. Mais je vais prendre vos coordonnées pour faire un refus, parce que je fais un petit papier pour en mettre en ligne. avec plaisir. Je vous donne un carte. Par contre, je vais noter. Je ne sais pas si j'ai un stylo. Oui, j'en ai un. C'est la Vous êtes musique le de... responsable de la musique. Le contournement. La musique de l'OM aussi, non? C'est le nom de la société. C'est la musique de l'OM aussi? Le contournement. L'équipe Ah, je de crois, Marseille. ouais, Ouais, ça arrive sur le terrain, il y a ça. Oui, sans le C'est le nom de la société. Ça doit être ça. Contournement. On forme les gens à Je tout peux être au courant. D'accord. Et On en parlait ce matin à la réunion. contournement et votre nom de famille, c'est Kézar, K-E-2-Z-A-R, K-E-2-L. A-R, Votre prénom Erwan. E-R-W-L. Exactement. Erwan. Je vous envoie en direct un Oui, email. avec plaisir. Je regarde peut-être de un site internet, je pense. Oui, contournement.io. Et donc votre métier, c'est On forme des gens. Voilà. c'est de la formation? C'est ça. Vous parlez bien à la pointe du micro, j'ai l'impression que Enlève le masque. Enlevez votre masque. Ouais. Ce sera mieux pour le micro. Ça fait comme la. Et vous êtes basé où? Paris. Vous êtes prêts? On y retourne? Il y a Jean-François qui donne ses cartes. Voilà. Et puis, Mais si vous voulez, je vous envoie un... Je vais mettre en silencieux peut-être. faire un Oui. citer votre nom dans notre papier. D'accord. Allez, on y retourne. Jean-François, tu t'avances un tout petit peu pour la caméra pour que je Ici, t'aie... ça te va? Ouais, voilà, très bien. Et décale ton micro, bien sûr. Bien sûr. Attention. Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était un hommage à Eddie Van Halen, bien sûr. Aujourd'hui, notre premier sujet du jour, c'était perspective économique et culture. Vous pourrez réécouter tous ces entretiens sur notre chaîne YouTube, et bien sûr, bar de l'économie. Et maintenant, place à la femme dans l'informatique et comment faire son site sans coder. Et pour ces sujets, je suis accompagnée aujourd'hui de Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains, premier vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, président de l'ANET, les stations touristiques, de Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, de Blandine Delaporte, cyber-évangéliste chez Checkpoint Software, et de Erwan Kézar pour contournement ou no-code. Alors justement, ma première question, eh bien, ça va être à Blandine Delaporte. Blandine Delaporte, vous êtes dans l'informatique et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est quelle place pour les femmes dans l'informatique? Mais d'abord, avant que vous répondiez, comment vous, à quel âge, quand avez-vous décidé finalement d'aller dans ce domaine? Est-ce que d'abord vous avez fait un bac scientifique ou bien quelles études finalement? J'ai une formation assez classique, effectivement, étant plutôt bonne dans les matières scientifiques. On ne se pose pas trop de questions, hein, on fait un bac scientifique, donc moi à l'époque c'était un bac C, ça remonte un petit peu. Et après, classe préparatoire et école d'ingénieur, donc voilà, un parcours assez classique scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur à Rouen qui s'appelle les Cigélec, école supérieure d'ingénieur en génie électrique. Et puis c'était donc fin des années 90. Mais pour vous, c'était tout naturel d'aller vers une formation d'ingénieur? Comme Alors, en terminale, vous avez fait, vous étiez pas dit tiens, je pourrais faire, je sais pas moi, médecine ou des autres non, mais choses? en fait, j'ai un papa ingénieur et Ah. voilà, donc une culture ingénieur assez forte dans la famille. Et pour tout vous dire, en fait, moi je voulais faire l'astronomie depuis très jeune. J'étais passionnée par l'astronomie. Et donc je m'étais dit, pour faire ça, il faut que je passe par une école d'ingénieur. Bon, la vie fait que finalement, je n'ai pas fait d'astronomie. Mais oui, j'avoue ne m'être jamais vraiment posé de questions. C'était assez naturel. En fait, comme vous étiez baigné dans ce milieu-là, on parle, j'imagine que votre père parlait de son métier, de ce qu'il faisait, Exactement. peut-être des pièces de l'usine dans laquelle il était. Alors il avait monté sa propre entreprise d'informatique. Il était donc déjà dans il avait développé l'informatique. un logiciel financier pour les entreprises et voilà, il était déjà dans l'informatique. Il y a toujours un ordinateur à la maison, évidemment. Alors ça peut paraître naturel maintenant, ça l'était peut-être un peu moins dans les années 90. Et voilà, donc vous voyez, pas beaucoup de questions, mais malgré tout, j'étais vraiment très seule en tant que fille dans mon entourage.
dans mes amis, personne n'a fait ce type d'études. Hein. C'était, voilà, Et alors, comment avez-vous été accueillis dans le marché du travail très masculin, finalement, de l'informatique, tout comme dans l'industrie? Est-ce que c'est un milieu macho? Oui. Pas du tout. Non, franchement, on est très 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 peu. Voilà, les pourcentages sont vraiment extrêmement bas. Je sais pas, dans l'informatique en général, ça doit être autour de 20%. Il y a 20% de femmes pour vous, Blandine Delaporte? Voilà. Par contre, dans la cybersécurité, qui est le domaine plus spécifique dans lequel je travaille, on est autour de 10-11%. Donc c'est vraiment extrêmement peu. Même si on va faire même un focus sur les métiers vraiment techniques, alors là, on tombe dans des pourcentages extrêmement bas. Et pour répondre à votre question, non, le milieu de l'informatique, alors peut-être parce que c'est un milieu plus jeune, je ne sais pas, sans forcément pointer du doigt les générations, mais en tout cas c'est un milieu qui est très ouvert aux femmes. J'ai jamais ressenti dans ma carrière de problème par rapport à ça et de discrimination, on va dire, par rapport aux femmes. Au contraire, c'est un milieu qui accueille les femmes bras ouverts parce que on a une très très grande pénurie de compétences, on a un marché du travail qui est extrêmement tendu et donc au contraire, plus il y a de femmes, plus ça fait des candidats potentiels. Donc voilà, donc pas de discrimination et pas un milieu macho. Non, Pas du tout. En fait, le sujet égalité homme-femme se pose pas dans ces métiers-là, j'imagine. Non, honnêtement non. Je pense qu'on n'a pas de vraies problématiques de différence de salaire, par exemple. Alors après, c'est de ma fenêtre, hein. Peut-être qu'il y a des femmes qui vous diront le contraire, mais non, je ne crois pas. Et puis c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise israélienne où la culture informatique, cybersécurité est extrêmement forte, et notamment chez les femmes. Dans le comité de direction de Checkpoint, il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui est quand même assez incroyable, parce qu'on vit beaucoup en France. Ouais. Et en fait, c'est lié principalement à la culture et au fait que les jeunes là-bas font leur service militaire. Les femmes aussi, elles partent 2 ans en service, là où les hommes en font 3. Et que sur les 2 ans de service militaire, il y a une partie où en fait elles vont dans la technique et elles vont dans l'informatique. Donc en fait, elles passent leur bac, elles vont faire leur service militaire et elles ressortent de leur service militaire, elles ont déjà une formation informatique, cybersécurité. Et donc naturellement, elles y vont beaucoup plus facilement que nous en France, on n'a pas du tout cette culture-là. La population féminine, quoi. Bien sûr. Donc il y a un grand mouvement de l'État qui aide finalement en Israël, en tout cas, à la participation des femmes dans les métiers techniques. Il y a le contexte aussi très particulier là-bas, le contexte politique qui fait qu'il y a ce service militaire obligatoire. Mais oui, il y a une grande culture. Et c'est vrai que c'est frappant quand on va dans les entreprises, quand je vais au siège à Tel Aviv, de voir autant de femmes dans les bureaux. On n'a pas l'habitude en France de voir autant de femmes dans les... Et est-ce qu'à contrario, on vous déroule le tapis rouge, même quelquefois, ou bien pas plus que ça? Alors, je dirais qu'en général, non. Maintenant, il m'est arrivé d'avoir entendu des recruteurs qui disent « Ah oui, ce serait bien de recruter une femme, ça féminiserait les équipes, c'est bon pour la discrimination positive. » Oui, alors je l'ai entendu. Maintenant, je pense que ce n'est pas un facteur déterminant pour l'embauche. Alors justement, parlez-nous, Blandine Delaporte, de peut-être des postes qui peuvent être pourvus par des femmes, par des jeunes femmes, par exemple, ou même des moins jeunes. Qui peut et à quoi peut-on pourvoir finalement dans l'informatique technique? En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'informatique, c'est extrêmement large. Donc, il y a plein de métiers possibles. Alors, c'est vrai que peut-être que le grand public pense souvent à la partie codage, au développement, qui peut peut-être rebuter un peu plus, parce que, en fait, je pense qu'il y a quand même une image, malgré tout, véhiculée dans les médias, dans les séries, dans les films, ou dans l'informatique. On voit souvent des hommes, vous savez, ce qu'on appelle les geeks, avec le sous de la capuche. C'est ça. Voilà, donc c'est une image qui n'est pas forcément très positive pour les... on s'imagine surtout qu'on n'est que derrière son ordinateur à avoir des lignes de code passées et qu'il faut rentrer des lettres et des chiffres. Exactement. Bon, il y a ce métier, il existe bien sûr. Il y a des besoins aussi très forts là-dedans. Mais après, il y a plein de métiers autour du support, de l'intégration, le métier du service, ce qu'on appelle la gouvernance, des chefs de projet, des managers. En fait, c'est un domaine qui est extrêmement large, d'une part, et d'autre part, qui est en pleine évolution, plein mouvement. Il y a plein de métiers qui se créent. On dit que dans 20 ans, il y a les métiers qui dans 20 ans n'existent pas maintenant. Il y en a beaucoup autour de la transformation digitale. Ça bouge énormément. En plus, on a un écosystème en France ultra dynamique. On entend maintenant très régulièrement des entreprises françaises, des startups qui font des grosses levées de fonds autour de la transformation digitale, des objets connectés. Il y a énormément de choses et c'est ça qui est intéressant en fait. Donc
c'est qu'il n'y a pas un seul métier, il y en a beaucoup. Il y a des métiers qui sont très techniques, il y a des métiers qui sont moins techniques, il y a des métiers qui sont commerciaux, il y a des métiers autour du projet, il y a plein de choses différentes. Donc voilà, il faut se renseigner. Après, vous avez, notamment pour les jeunes femmes, vous avez maintenant pas mal d'associations qui se mettent en place pour aider les jeunes femmes, pour les accompagner, pour les aider à trouver leur orientation. Vous avez, je pense à des associations comme Jamais sans elles, comme Elle Bouge. On a aussi les Femmes du numérique qui ont été créées il y a 2-3 ans sous l'égide de Mounir Majoubi à l'époque. Vous avez quand même pas mal d'associations. Moi, je pense aussi à la cybersécurité. Il y a le CEF6, qui est le Cercle des femmes de la cybersécurité, et qui essaye aussi d'accompagner les jeunes filles ou moins jeunes, les jeunes femmes, à aller vers la cybersécurité et à engager des parcours de reconversion. Donc il y a quand même, voilà, il y a un écosystème assez important pour vraiment... je pense qu'il y a eu une prise de conscience il y a quelques années. Et vous-même, vous faites partie des associations ou de certaines associations que vous venez de citer? Alors le CEF6, j'en ai fait partie il y a quelques temps. Je suis un peu moins active maintenant. Mais je pense que c'est important, effectivement. Ça donne de la visibilité. Je pense que c'est aussi très important d'aller dans les écoles. Parce que en fait, c'est très tôt qu'on se décide. Et on voit très tôt des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont plutôt bonnes en sciences, plutôt bonnes en maths, mais qui dès le lycée se mettent des barrières, en fait, se disent bah non, c'est pas pour moi, c'est pour les geeks, moi je suis pas une geek, voilà. Et donc en fait elles se freinent très tôt. Donc c'est pour ça que c'est important dès le collège, dès le lycée, d'aller dans les écoles et d'expliquer on peut être une femme dans l'informatique sans forcément avoir un sweat à capuche. Alors, on va parler donc de vous plus particulièrement. Vous êtes ce qu'on vous appelez, d'ailleurs c'est un titre assez original, cyber-évangéliste. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cyber-évangéliste? Alors en fait c'est un groupe chez Checkpoint, mondial. On doit être une cinquantaine dans ce groupe-là et nous sommes là pour parler de notre société, dans les médias, dans la presse, parler de la cybersécurité, des enjeux, de nos solutions. Voilà, donc c'est un métier, enfin c'est pas un métier, mais c'est une part de mon métier qui est plutôt tournée vers le grand public pour essayer d'expliquer un peu plus clairement ce qu'on fait. Alors, Checkpoint, c'est une entreprise qui fait des logiciels de sécurité finalement. Exactement. Présentez-nous un petit peu l'entreprise. Alors, donc Checkpoint Software Technology, c'est le nom exact. Ça a été créé en 1993, donc en Israël. Une des premières entreprises pionnières dans la cybersécurité. On a créé ce qu'on appelle le firewall. Donc le firewall, c'est une protection qu'on met entre les entreprises et Internet. Voilà. On est donc un des leaders de la cybersécurité dans le monde. Maintenant, on a un portfolio de solutions très complet pour accompagner tout type d'entreprise. Alors, que ce soit les grandes entreprises du CAC 40 jusqu'aux plus petites TPE. L'idée, c'est vraiment de leur apporter toutes les solutions pour les protéger sur toutes les surfaces d'attaque possibles, sur tous les points d'entrée sur leur réseau. Donc on peut avoir des solutions, donc, comme je disais, un peu classiques, historiques sur le firewall, mais on a aussi des solutions sur le poste de travail. C'est très important en ce moment avec tout le télétravail qui est mis en place. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Sur le mobile, le téléphone mobile, les tablettes, il y a aussi des enjeux autour de ça, puisque les entreprises... Les collaborateurs utilisent leur téléphone et personnel et professionnel, donc il y a des enjeux très forts pour les entreprises là-dessus. On a aussi on peut donc protéger les tablettes, même si on a un logiciel dans son ordinateur? Voilà, on peut, bien sûr, il y a des solutions qu'on peut déployer assez facilement. Et puis dans le cadre de cette transformation digitale des entreprises qui vont de plus en plus dans le cloud, qui mettent leurs données dans le cloud, c'est aussi un gros enjeu. Et on a aussi des solutions à apporter aux entreprises par rapport à la sécurité du cloud qui est... on va dire ce qui va arriver là dans les prochaines années. Donc on a bien compris que la grosse partie de votre chiffre d'affaires, c'est les entreprises, évidemment. Oui. Mais vous avez aussi des solutions pour le particulier. Moi, je pense à Zone Alarme, si Exactement, je ne m'abuse. c'est bien renseigné. On a une solution grand public qui s'appelle Zone Alarme, qui parle peut-être à nos auditeurs, qui est une partie gratuite, mais aussi une partie payante. Et avec un logiciel justement gratuit, on peut quand même bien se faire protéger? Alors ça apporte quand même déjà pas mal de choses très importantes. Évidemment un antivirus, ce qu'on appelle un anti-ransomware. Donc les ransomware, on entend beaucoup parler des entreprises qui ont des attaques où on chiffre toutes leurs données. Le grand public peut aussi avoir un ransomware sur son PC et quand ça arrive, on est très démunis. Donc ça permet aussi de se protéger contre ça. Ce qu'on appelle aussi l'anti-phishing. Vous savez, quand vous recevez des mails, vous pensez que c'est votre banque qui vous écrit. Vous cliquez sur le lien et là, on vous demande de rentrer des informations personnelles et là, hop, votre carte bleue a été hackée.
Donc, D'ailleurs, je voudrais signaler aux auditeurs qu'il y a une nouvelle attaque. Cette fois, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un médecin et qui vous propose de modifier un rendez-vous. Et donc, on vous dit, cliquez sur le lien, il ne faut surtout pas aller sur cette nouvelle forme de... C'est ce qu'on appelle le phishing, voilà, exactement. Après, les solutions techniques, c'est très bien, mais il y a aussi la sensibilisation du grand public. On en parlait tout à l'heure. Hein. C'est important aussi d'être sensibilisé au risque, de se dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec son téléphone, n'importe quoi avec son PC. Et Alors toutes les justement, solutions techniques je pense aux réseaux, aux logiciels de réseau comme par exemple Facebook et d'autres, voilà, parce que les entreprises aussi, tout comme les particuliers, ils vont de plus en plus. Les TPE vont beaucoup sur Instagram et sur Facebook. Et justement, il y a eu une grosse attaque via Facebook avec le groupe chinois Silent Fate. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Est-ce que là, vos produits peuvent aussi, disons, protéger les réseaux sociaux? Enfin, nous protéger des réseaux sociaux. Alors, en fait, le réseau social en tant que tel, non, mais par contre, c'est ce qu'on fait après en utilisant le réseau social, c'est-à-dire que soit en cliquant sur des liens, si en cliquant sur un lien, on télécharge un virus, par exemple, on a donc des solutions qui bloquent ces virus. Si on a un lien qui nous emmène sur un site de phishing, on signale aussi à l'utilisateur qu'il n'est pas sur un vrai site, mais sur un site de phishing. Donc oui, nos solutions, elles ne vont pas forcément protéger dès le départ. Elles ne vont pas empêcher l'utilisateur de faire une action, mais par contre, si son action a une conséquence négative, on va bloquer cette attaque. Voilà. Alors, comment s'appellent les solutions, on va dire, débutantes pour les entreprises si on veut démarrer si on est une TPE, par exemple, Oui. on peut démarrer à quel prix Alors, à quel prix, de la porte, c'est toujours un peu compliqué de répondre. ou avec quelle solution? En tout Le cas, nom. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première étape, c'est de se protéger par rapport à Internet. Donc de mettre un firewall, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape qui va peut-être même passer première par rapport au changement actuel, c'est avoir des solutions sur le poste de travail. Sur les PC, c'est très très important puisque maintenant les collaborateurs, même dans une TPE, se connectent de n'importe où, que ce soit de chez eux, de leur entreprise, mais aussi sur des sites publics, dans des Wi-Fi, avec des Wi-Fi publics. Donc c'est extrêmement important d'avoir vraiment des solutions complètes sur le poste de travail pour pouvoir permettre à ses collaborateurs d'être en nomadisme et de pouvoir se connecter de n'importe où tout en protégeant les données de l'entreprise. Ce qui veut dire que quand on a ce genre de solution, même si on emmène son portable, son ordinateur portable et qu'on va dans une zone en Wi-Fi, on est protégé. Exactement. Merci pour ce tour d'horizon, Blandine Delaporte. Alors, Checkpoint Software, il y a combien de personnes qui travaillent dans cette grande entreprise israélienne? Alors, on est à peu près 5500 dans le monde, dont une grosse moitié à Tel Aviv, puisqu'il y a toute la partie recherche et développement produits à Tel Aviv. Et en France, on est à peu près 75, donc essentiellement ce qu'on appelle des forces commerciales, puisque là, les gens techniques sont plutôt à Tel Aviv. Et on fait quasiment 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. Et donc, vous avez proposé aux femmes qu'elles rejoignent l'informatique, Oui, s'il et vous plaît. notamment, comme ça vous ne serez plus toute seule, Ouais. et notamment qu'elles viennent travailler, pourquoi pas, avec vous. Qu'est-ce qu'il y a comme poste à pourvoir pour une femme dans une entreprise comme la vôtre? Alors, on va dire que ça va être assez différent si on part sur la France ou sur Israël. Je vais mettre Israël un peu à part, parce que là, c'est vraiment la R&D. Nous, en France, on cherche principalement des commerciaux, des commerciales et donc des avant-ventes. Donc moi, j'ai une équipe d'avant-ventes. Donc les avant-ventes, c'est plutôt des gens qui sont techniques, qui sont issus soit d'universités, qui ont des diplômes universitaires ou d'écoles d'ingénieurs, et qui accompagnent les commerciaux en rendez-vous pour expliquer aux clients le produit, faire des démonstrations et convaincre le client sur la partie technique que nos solutions sont les plus adaptées. Donc c'est une population un peu hybride, très technique à la base, mais avec quand même une fibre commerciale assez importante. Donc nous, on cherche majoritairement des commerciaux et des avant-ventes. Mais en fait, donc, c'est du langage. Donc, finalement, on n'a pas besoin de connaître la description ou des langages informatiques. C'est un langage français classique que vous utilisez. Donc, finalement, on n'est pas obligé, je veux dire, d'avoir une grosse culture informatique pure. Alors, une grosse culture informatique, peut-être pas, mais en tout cas, on a quand même, on recrute plutôt des gens qui ont déjà quand même quelques années d'expérience dans l'informatique et principalement majoritairement dans la cybersécurité. C'est pas forcément des experts extrêmement pointus, effectivement, vous avez raison,
Mais maintenant, c'est quand même des gens qui savent vraiment parler des produits, qui savent faire des démos. Donc c'est quand même des gens, voilà, il y a quand même un niveau technique assez important. Ceci dit, ça s'apprend. Ça peut Bien s'apprendre. sûr, bien Vous sûr. pouvez transmettre le savoir. Bien sûr que ça s'apprend. Merci pour ce tour d'horizon, Blandine Laporte. On va demander à Erwan Kézard, donc, qui a fondé Contournement. Vous étiez venu nous voir d'ailleurs à l'occasion de cette création avec votre associé à l'époque. Alors, Erwan, vous faites de la formation de faire par exemple des sites sans coder. Qu'est-ce que vous pensez du discours de Blandine Laporte? La place des femmes, vous, dans votre équipe, quelle est-elle? Alors, pour le coup, la cause de la parité femmes-hommes dans le numérique et de faire baisser les stéréotypes et les autocensures, c'est une cause pour le coup qui me tient à cœur depuis longtemps. À l'époque, j'étais cofondateur d'une structure qui s'appelle Simplon.co et dans laquelle on avait déjà beaucoup œuvré dans ce sens-là. Et du coup, aujourd'hui, donc avec Contournement, on forme les gens à contourner l'obstacle technique, à contourner les contraintes techniques, en utilisant les outils no-code qui permettent de faire des sites, des applis pour lancer son projet sans coder. Et pour le coup, on se dit que le no-code, c'est une occasion de ne pas forcément reproduire les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avec le code historiquement, c'est-à-dire que là, on tâche avec Contournement, à côté de notre activité de formation, de mettre en œuvre des projets pour que, d'une part, rapidement, soient mises en valeur les no-codeuses, c'est-à-dire les femmes qui font du no-code parce qu'elles sont nombreuses. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, ce phénomène-là. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent. Donc, il y a des femmes qui ont monté leur boîte en no-code. Par exemple, Hélène Lucien avec Mexou, Myriam Benmoise avec l'Intendance. Voilà, ce sont des rôles modèles en termes d'entrepreneuriat et de technique. Mais il y a aussi des no-codeuses freelance, par exemple, comme Yvan Poussier, qui est très forte sur Airtable, qui est un super outil de faire des bases de données. Et là, on est en train de réfléchir à comment mettre en avant ces rôles modèles pour aussi permettre, je conclurai là-dessus, à des femmes de venir découvrir le no-code. Parce que c'est bête, mais quand même, quand il y a un sujet technique, je constatais pendant les 4 ans où j'étais cofondateur et directeur de Simplon qu'il y avait quand même beaucoup d'autocensure qui perduraient et que souvent, quand on faisait des promotions non mixtes de préqualification, la parole se libérait et tout ça. Et du coup, nous, on croit quand même en cette logique rôle modèle, notamment pour faire venir d'autres personnes qui voudraient toucher au no-code. Alors justement, c'était une bonne idée, c'est pour ça que je vous avez fait venir à l'antenne quand vous avez fondé Contournement, donc pour contourner le fait de coder et pouvoir créer donc par exemple son site web sans coder. Parce que là, du coup, vous répondez à la problématique notamment des TPE de j'ai pas d'argent pour faire mon site, je sais pas écrire des lignes de code, je sais pas développer, je sais pas comment faire, enfin bref. Alors vous en êtes où? Comment ça se passe? Pour quelle actualité pour votre start-up? Alors, très bonne question, enfin très bonne remarque déjà par rapport aux très petites entreprises, parce que pour poser un peu les choses, on considère que le no-code aujourd'hui, ça fait 2 ans que c'est un ensemble d'outils qui sont vraiment devenus matures pour faire des sites web, des applications mobiles, pour automatiser des tâches aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire. Le no-code, par exemple, c'est très bien pour des personnes qui voudraient lancer leur projet, qui ont besoin de lancer une appli ou un site parce qu'ils ou elles ont un projet. Il faut démarrer. Pour démarrer. Pour démarrer vite. Pour des petites structures qui auraient besoin de faire des sites rapidement en autonomie, idéalement en abaissant les budgets, ou des applications pour leurs clients, mais aussi, comme je disais, pour gagner en productivité en interne. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait à la main, des tâches fastidieuses qui nous font perdre du temps que la machine pourrait faire à notre place. On travaille avec l'ordinateur aujourd'hui, mais c'est une maladie que de ne pas savoir servir l'ordinateur. Alors, des exemples, Erwan Kézard. Par exemple, lorsqu'on reçoit des emails de son comptable et qu'à chaque fois on télécharge la pièce jointe et qu'on doit le mettre après sur un serveur qu'on paye peut-être 100 € par mois parce qu'on a un prestataire qui fait payer cher, ça, avec un outil comme Zapier, très simplement, en 2 heures, même si on n'a pas de niveau technique, et c'est à ça que vivent nos formations, on peut apprendre à dire automatiquement, quand un email avec une pièce jointe arrive dans ma boîte, automatiquement mettre dans tel dossier avec tel titre le document. Et ça, pour les TPE-PME, c'est un gros enjeu. Et aussi, pour résumer, je parlais des porteuses et des porteurs de projets qui veulent lancer des projets, des TPE-PME, mais aussi des associations. Avec SOGA, Social Good Accelerator, on a fait un grand webinaire de sensibilisation gratuit pour tout un tas d'associations. On avait 300-400 participants et participantes. Et il y a énormément d'associations qui étaient là, ça fait 2 ans qu'on galère pour essayer de faire un site avec WordPress ou des choses comme ça, ou alors on a un prestataire qui nous fait galérer, qui nous fait payer 200 € pour la moindre modif, ce qui parfois est normal.
et qui se disaient sur telle brique, là vraiment le no-code pourrait nous dépanner, et qui ont mis les mains dedans alors qu'ils n'étaient pas techniques. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, en fait, c'est qu'il y a plein d'outils qu'on ne connaît pas, bien sûr, qui sont gratuits, qu'on peut utiliser pour faire des premières étapes de travaux informatiques en quelque part. Alors, il y a en effet de plus en plus d'outils. Il y a des outils qui, depuis 2 ans, ont fait leurs preuves, ont permis à des projets de se lancer sans avoir de développeur ou autre. Donc quand même, il y a le fait de trier ces outils. Nous, les outils qu'on recommande, soit Adalo, Webflow, Airtable, tout ça, sont des outils accessibles et puissants et fiables. Et deuxièmement, ils sont gratuits, mais en fait, ils sont gratuits jusqu'à un certain seuil. Avec la version gratuite, on peut faire plein de choses, mais leur modèle économique, généralement, c'est assez honnête. C'est-à-dire qu'on commence à payer 10 € par mois, 20 € par mois, 30 € par mois, en fonction de ce dont on a besoin. Et on peut quand même aller assez loin. Et du coup, c'est aussi une manière, je pense, surtout dans le contexte actuel, où on voit des besoins en reconversion, des besoins en boostage, en augmentation d'employabilité. C'est aussi une manière, parce que ces outils-là, ils sont récents, ils sont assez mal connus. Notre objectif, c'est de le faire connaître du grand public, et pas seulement des gens qui sont déjà dans le numérique, pour peut-être envisager une carrière de freelance derrière. Bon, la route est longue, parce qu'il faut savoir devenir indépendant. Ou alors, même sur son poste de travail, de savoir faire une petite appli, de savoir automatiser, de savoir organiser l'information, ça peut aussi permettre de maintenir un emploi, je pense. Et aussi pour aller vers des carrières, on va dire, plus numériques. Parce que ce qui est intéressant aussi avec ce no-code, c'est que comme c'est très visuel, c'est même ludique dans certains cas. Avec Glide, on fait une appli mobile avec un simple tableau, c'est vraiment... Avec Glide, on peut faire une application mobile à partir d'un simple tableau. Pour Banlieue Santé, qui est une super asso, qui a eu une action incroyable pendant le confinement, je leur ai fait une application, alors je maîtrise Glide. En 3 heures, en gros, on avait une application où on partageait toutes leurs vidéos traduites dans plein de langues sur la prévention. Mais par contre, ça a des limites, Glide. Mais c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller très vite. Donc tout ce que je voulais dire, c'est que d'avoir ce type de compétences, ça peut aider à se reconvertir vers d'autres métiers et aussi à mieux comprendre les briques du web. Je connais plein de chefs de projet digitaux ou autres qui ne comprennent pas vraiment entre bases de données, interface. C'est très compliqué de toute façon. Mais là, le no-code, je pense, a une vertu pédagogique pour des gens qui ne comprennent pas trop la technique, parce que c'est visuel, on dirait des Lego en fait. Alors, on a un petit peu mieux compris avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs briques plusieurs outils finalement, que vous appelez briques, que l'on peut utiliser selon ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on peut les utiliser ensemble? Par exemple, vous avez parlé là pour cette association dans la santé, d'avoir utilisé Glide pour mettre en ligne des vidéos, c'est ça? En fait, c'était pour faire une application mobile où il y avait en accès des vidéos de prévention, voilà. Par rapport au Covid, en plein de langues différentes pour des personnes non francophones. Et donc là, vous avez utilisé une application spécifique qui s'appelle Glide, c'est ça? C'est ça, c'est un outil no-code qui m'a permis, en quelques heures, de mettre ces vidéos en accès avec le drapeau en gros, notamment pour les personnes qui ne savent pas lire. Et après, il y avait toute une infrastructure pour Banlieue Santé qui faisait des colis repas pour des personnes vulnérables en foyer d'immigrants, des personnes âgées notamment. Et il y avait toute une interface, ça, avec Airtable, qui est un outil qui permet de faire des... C'est assez difficile à expliquer, c'est comme un Excel du futur, hyper sympa visuellement. Et j'ai vu des personnes savoir gérer des bases de données relationnelles, qui est un complexe technique assez compliqué, en quelques heures, alors qu'ils n'y avaient jamais touché. Le visuel, en fait, on est des êtres de vue. Et là, le fait de dépasser le code informatique, qui est assez cryptique pour le commun des mortels, ça ouvre plein de barrières. Après, attention, quand je dis no-code, ça ne veut pas dire plus de codeurs, parce qu'on va entendre ce genre de bêtises dans pas longtemps, je pense, ça va être grand public. Le no-code, c'est très bien pour lancer des projets, comme Comet, qui est un projet français qui a 500 000 € de revenus récurrents annuels juste avec du no-code. Mais là, ils ont levé des fonds, ils ont eu des problèmes de riches, et ils ont embauché un directeur technique pour aller plus loin, parce qu'ils atteignaient les limites du no-code. Donc, voilà, on ne peut pas tout faire, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est pas de remplacer les codeurs, c'est en tout cas de pouvoir démarrer. Et puis, quand ensuite on a un peu plus de moyens, on peut... voilà. Mais est-ce qu'on peut récupérer ce qu'on fait ou pas? Ou est-ce qu'il faut redémarrer de zéro ensuite? Ça dépend des outils. Par exemple, Webflow, qui est un outil super pour faire des sites web très avancés, c'est-à-dire pas forcément avec des grosses fonctionnalités, création de compte, mais vraiment faire des sites très beaux, très avancés. Webflow, c'est l'un des outils les plus révolutionnaires, à ce qu'on pense. Il commence à y avoir des jobs là-dessus et tout. On peut exporter HTML, CSS, JavaScript qui crée le site. Je ne vais pas aller dans le technique, mais il y a des développeurs qui prototypent avec ça, qui commencent à faire avec ça, qui exportent le code et l'éditent ensuite. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, on vient de lancer une formation sur Webflow qui s'appelle Init Programme avec un expert Webflow, Théo Roland, qui est très pédagogue et très fort.
Et du coup, c'est ne serait-ce que la démonstration gratuite, ça peut vous permettre de voir si ça vous intéresse ou pas. C'est un méga Photoshop du code avec du bon code. Et d'ailleurs aussi, j'en profite pour dire que le no-code français est loin d'être derrière. On était à San Francisco pour la première conférence du no-code l'année dernière. On était les seuls français avec mon associé Alexis Cohen. On l'espère. Par exemple, il y a des outils no-code français comme Infinable, Xar ou comment ils s'appellent, ils sont Good Barber. Il me semble qu'il y en a qui permettent d'exporter le code aussi. Donc c'est des outils no-code français. Et après, il y a aussi, c'est bien le no-code pour apprendre à faire soi-même, mais parfois on n'a pas le temps, ou alors le projet est trop complexe. Et là, c'est bien de faire appel à des prestataires ou autres. Et ça, on a une très bonne communauté en France, soit des The Toolbox, des AutoTools, des Comovert, enfin il y en a tout un tas, mais il faut savoir que la communauté française du no-code est très active. Très active. Hein. Donc finalement, l'actualité dans le no-code, c'est plutôt en bonne voie pour vous, Erwan Kezar. Clairement, déjà c'est intéressant parce que donc on fait des formations en ligne avec Contournement, mais on fait aussi beaucoup de webinaires, de conférences en ligne, gratuites, d'initiation. Allez sur notre site si ça vous intéresse, ça dure 40 minutes et on fait un panorama. On a un podcast où on interviewe des gens qui ont lancé des projets en no-code, qui font du no-code, donc ça c'est bien pour voir par la pratique comment les gens l'ont vécu. On fait aussi... On a lancé la communauté Contournement à la base. On a réuni 800 personnes, c'est sur Slack, un outil de conversation instantanée très communautaire. Et en fait, on a fait No-Code France, on l'a légué au collectif. Donc là, il y a tous les no-codeurs et no-codeuses français qui s'y sont mis. On est 1400 là. Et ça commence à vraiment buzzer. Et on a vraiment ce point de vue aussi de dire la vérité, c'est-à-dire de ne pas dire oui, c'est facile, c'est magique, les codeurs sont morts. Au contraire, justement, on vient du code, nous, et on respecte justement la valeur que ça a. Et donc, il y a cette actualité-là. Et comme autre actualité, j'ai envie de dire, pour l'instant, le nom de code, c'est No Codeuse, donc le projet qu'on aimerait lancer autour de la parité femmes-hommes. D'ailleurs, c'est le nom un peu inspiré de Décodeuse, qui est une super initiative pour initier au code pour des femmes. Et Targo aussi, qui est une entreprise que j'ai cofondée, est très impliquée sur cette parité femmes-hommes, mais pas que sur le code et le technique, aussi sur tous les autres métiers du numérique. Super boulot, et Décodeuse et Targo travaillent ensemble. Et puis voilà, sur les actualités, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Il y a aussi le fait que si les gens sont intéressés par tout ça, on propose des créneaux d'1 quart d'heure en visioconférence de conseils gratuits sur notre site. Et il y a plein de curieux qui nous disent je ne sais pas si je pourrais lancer ce projet avec mon cousin, je sais pas quoi. Mettez les mains dedans et vous verrez ce soir. Ce qui est intéressant, on voit des écoles de commerce, des universités, des grandes entreprises aussi avec qui on commence à travailler et faire des projets. Donc on espère que ça va aller vite pour continuer à démocratiser. Et aussi, on a un projet avec les Déterminés, qui est une association pour les entrepreneurs et entrepreneuses de quartiers prioritaires, de zones rurales qui veulent se lancer, de voir comment faire que le no-code, et on a déjà fait un peu de no-code avec certains de ces entrepreneurs et entrepreneuses, peut permettre, à peu de frais et aussi en autonomie, de lancer son appli. Et il y a Tamba, par exemple, qui a lancé, à partir de nos formations, une appli pour mettre en contact des pâtissiers pour des gros événements dans le 93. Et c'est un espèce de Airbnb du pâtissier. Et en fait, ça marche son truc. On a aussi Barry, une maquilleuse de formation qui n'avait pas du tout de niveau technique, à partir d'une formation sur Adalo, donc qui permet de faire des applis mobiles qu'on propose. En quelques semaines, elle a fait une appli de mise en relation entre des femmes afro et métisses avec des spécialistes du maquillage et de la coiffure pour leur jour de mariage. Et c'est techniquement, franchement, ça vaut 15-20 000 euros minimum. Là, elle l'a fait toute seule en quelques semaines. Et bravo Barry, ça s'appelle Nima Beauté. Et là, on n'a qu'une seule hâte, c'est de pouvoir mettre plus de projets en avant pour inspirer les gens et vous dire c'est possible. Si on s'appelle Contournement, c'est parce qu'on veut contourner les obstacles et les contraintes et trouver le chemin le plus direct entre votre idée et sa réalisation numérique. Alors c'est très important, et puis ce que je retiens, Erwan Kezar, c'est ce que vous venez de dire, notamment avec cette personne dans l'esthétique. Au lieu de dépenser 15 000 euros dans un site, elle l'a fait grâce à votre aide et à un peu de formation, bien entendu. Bien sûr. Et ça a dû lui coûter quoi, 1 000 à 2 000 euros maximum, j'imagine. Alors ça, c'était une formation qu'on a arrêtée. C'était un programme d'accompagnement de 6 semaines. Ça s'appelait Side Project. C'était pour les projets qu'on a à côté de son boulot. C'était 1 500 euros financés par le CPF. Là, aujourd'hui, les formations qu'on fait, c'est formation en ligne uniquement. Ça a entre 150 et 400 euros en gros.
mais avec de l'accompagnement en ligne et des séances de visio face à face. Voilà, en Mais tout globalement, on peut y arriver avec ça. Voilà, en tout cas, des très bons espoirs. C'est ça que vous nous portez aujourd'hui et ça fait du bien Et quand on voit les perspectives économiques que j'ai détaillées en introduction. Jean-François Benon, ça vous remet du baume au cœur. Non, mais absolument. Et je vais rebondir sur les deux sujets. D'abord, avec Madame Delaporte, saluer cette entreprise dans le domaine de la cybersécurité parce que c'est un sujet majeur. Et dans le Val d'Oise, on a lancé toute une dynamique autour de la sécurité globale et donc de la cybersécurité autour d'un cluster qui s'appelle Security Systems Valley. On rencontre beaucoup d'entreprises israéliennes, y compris avec l'ambassade d'Israël à Paris, parce que les Israéliens, effectivement, sont très en avance sur ces questions-là. On est présent chaque année au Mobile World Congress, qui est un salon un peu incontournable pour la sécurité et la mobilité des téléphones mobiles à Barcelone. Et on rencontre d'ailleurs beaucoup de sociétés de votre type là-bas. Ça nous intéresse doublement pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a cette dynamique territoriale dans le Val d'Oise sur ces questions, parce qu'on a des grands noms dans le Val d'Oise qui ont fait le choix de s'installer chez nous. On parlait d'Atos, on parlait de Dell EMC, etc. Mais on a également des sociétés concurrentes, confrères, comme Sophos, que vous devez connaître, qui est implanté à Besançon également, avec lesquels on travaille beaucoup sur ces questions-là. Mais vous dire également qu'il y a un élément nouveau, c'est que ce travail de sensibilisation à la sécurité qu'on a mené a porté ses fruits, puisque le Conseil régional d'Île-de-France et l'État viennent de décider, c'est tout récent, d'implanter à Argenteuil, pas loin de Neuilly, il y a le tramway qui vient à Argenteuil il y a 2 ans maintenant, elle vient de décider d'implanter là ce qu'on appelle un campus des métiers et des qualifications sur la sécurité. Donc c'est le Val d'Oise qui va accueillir en Île-de-France le seul campus des métiers et des qualifications sur la sécurité qui est développé en lien avec l'université CY Cergy Paris Université et avec la municipalité d'Argenteuil. Donc on aura physiquement là tout un ensemble d'équipements pour former les nouvelles générations à ces questions de sécurité. Donc je suis persuadé qu'avec une entreprise comme la vôtre, à la fois dans les questions techniques et technologiques, avec les grands noms et les entreprises du Val d'Oise, mais également pour ces parties formation, il y a sans doute des choses à faire. Et donc on sera heureux éventuellement de vous revoir tranquillement. Et puis avec M. Erwan Kejar, je rebondis aussi parce que tout ce qu'il a dit, ça nous parle. Dans le Val d'Oise, on soutient, et nous, le CEVO en particulier, le développement du no-code. On y croit beaucoup. On travaille, nous, avec un de vos confrères que vous devez connaître, qui s'appelle Yannick Vinet, qui est le patron de No Code Solution, qui est une entreprise qui est aussi, comme vous, dans la promotion du no-code, qui va s'implanter dans le Val d'Oise d'ailleurs, et que l'on aide justement à faire la connexion avec la formation des plus jeunes et des publics un petit peu exclus du monde du travail par le biais d'un outil que je vous invite à venir visiter. Cet après-midi d'ailleurs, Valérie Pécresse vient inaugurer l'extension de cet outil qui s'appelle le Hub Nikola Tesla. C'est un lieu magique qui est dans le Val d'Oise à Écouen, à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, et qui est un ensemble de plateformes extrêmement bien équipées et qui permet de former des jeunes, des moins jeunes, au métier du numérique au sens large. Et donc notre ami Vinet va travailler avec ce Hub Tesla pour développer des formations no-code comme vous, mais je serais heureux, je pense que ce serait bien que vous veniez un jour visiter ce lieu et voir ce qu'on peut faire avec cette dynamique territoriale. J'ajoute également que nous soutenons depuis le début, vous connaissez tout ça parce que vous avez été le cofondateur de Simplon, une initiative qui est portée à Cergy-Pontoise par un monsieur qui s'appelle Majou Beyassine. Majou Beyassine a fondé la France Digital School. Il a d'ailleurs eu pendant un moment, je crois qu'il a eu le label Simplon. Et il fait un travail remarquable à Cergy, avec le soutien de la municipalité et de tout un tas de partenaires, y compris le MEDEF, y compris Atos, avec lesquels on l'a mis en contact, et ça marche très très bien. Il fait des formations, alors lui c'est au code informatique, mais pourquoi pas au no-code, avec des publics de type Simplon, que vous connaissez mieux que n'importe qui, des femmes isolées pour lesquelles il faut reprendre un travail, et parfois c'est pas forcément facile, des jeunes sans aucun diplôme auquel, avec cette formation, en 7 mois au codage, il arrive à leur donner une certification de niveau Bac+2, et c'est tout à fait remarquable. Tout ça, c'est des initiatives extrêmement magnifiques que nous soutenons depuis le début, avec lesquelles nous sommes très impliqués. Nous ouvrons beaucoup de portes pour ces initiatives dans l'esprit de Simplon. C'est pour ça que tout ça se rejoint en réalité. Il y a le no-code, bien sûr, la partie technique, mais vous avez aussi cette partie insertion et remise au travail et ouverture de possibilités pour des publics qui
parfois sont exclus du monde du travail. Et c'est vrai qu'autour du codage informatique ou du no-code informatique, il y a à mon avis beaucoup de possibilités. Donc on a beaucoup d'initiatives qui fleurissent dans notre département autour de tout ça. Et je crois que ça serait, si vous ne le connaissez pas, ça serait fabuleux que vous puissiez rencontrer Majoub Beyassine, donc le fondateur et le directeur de France Digital School à Cergy, et qui, encore une fois, est complètement engagé dans ces formations numériques, aujourd'hui au codage, mais le no-code n'est pas loin. Donc, Il y a les déterminés à Sergi. et oui, il y a, vous connaissez très bien, vous avez cité les déterminés, absolument. Donc on a un écosystème qui correspond, et c'est pour ça que ça vibre, on vibre bien avec ce qu'on vient de nous présenter dans les deux cas. Donc, c'est très important ce que vous venez de rappeler, Jean-François Benon. Je rappelle que vous êtes directeur général du CEVO, le comité d'expansion économique du Val d'Oise. C'est les formations en Val d'Oise pour justement au numérique, avec le hub notamment Nikola Tesla et puis France Digital School. Voilà 2 endroits où on peut se former facilement. Voilà. Mais par contre, je suis sûre que nos auditeurs vont être intéressés. Alors Blandine Delaporte, si on a envie en tant que femme de venir travailler dans votre équipe ou en tout cas dans votre structure, Checkpoint Software, comment fait-on pour vous contacter ? Écoutez, on peut me contacter très simplement. Je ne sais pas si tu peux me donner un mail peut-être. Voilà, mon mail c'est bdelaporte, donc bdelaporte @checkpoint.com. Donc checkpoint CHECK-POINT. Voilà. Je suppose qu'il y a un site internet de toute Alors, manière sur lequel on va envoyer des mails aussi. Oui, alors il y a le site checkpoint.com qui a une version française, donc c'est www.checkpoint.com/fr. Il y a aussi une partie avec les postes qui sont ouverts chez nous, qui s'appelle Careers, puisque c'est en anglais. Mais sans même passer par là, on peut m'envoyer un mail. Directement. Oui, ou même sans forcément pour vouloir postuler chez Checkpoint, mais pour peut-être avoir des conseils d'orientation, de formation. Voilà, si vous êtes une femme et que vous posez des questions, soit d'entrée dans le marché du travail, soit de réorganisation de votre... Vous voulez changer de métier et aller dans l'informatique, vous serez la bienvenue et demandez des conseils à Blandine Delaporte. D'ailleurs, elle est joignable sur LinkedIn également. Alors, pareil, Erwan Kézard, si on est intéressé par contourner le codage et qu'on veut... L'obstacle technique. Voilà, l'obstacle technique, en tout cas au démarrage, il faut bien le rappeler parce qu'on ne peut pas se passer des codeurs. Finalement, il y a un moment donné où... En tant que site web, si on veut faire un site web, on est bien obligé au bout d'un moment d'avoir des choses un peu plus poussées. Voilà. Si on a du succès, donc ça permet en tout cas de franchir les premières étapes. Donc comment fait-on pour vous contacter si on veut se former à tout ça ? Le site c'est contournement.io, sinon vous tapez contournement no code, vous trouvez notre site. Sur notre site, regardez bien, on est en train de le refaire, mais il y a les liens vers tout. Il y a les liens vers les conseils gratuits pendant un quart d'heure en visio. Il y a aussi notre chaîne YouTube où il y a plein de contenus gratuits. Le lien vers les formations, donc là c'est formation payante. Le lien vers la communauté No Code France où vous pouvez rejoindre la conversation. Il y a des experts, des novices, des curieuses, venez. Et puis aussi sur les webinaires, conférences en ligne, il y en a un demain après-midi avec Make Sense à 17h. Vous pouvez regarder sur nos réseaux sociaux, vous trouverez sur Twitter et tout. Et la semaine prochaine avec Ticket for Change, un sur l'automatisation. Comment automatiser les processus. Pareil, vous pouvez le trouver sur nos réseaux sociaux. En fait, il y a énormément d'outils qui peuvent démarrer sans codage. C'est ça le plus dur finalement, c'est la jungle de tous les outils qui existent. Parce que vous en avez cité quand même beaucoup. Vous avez parlé d'Adalo, vous avez parlé de Glide, vous n'avez pas parlé de Bubble, mais vous avez parlé de Zapier. Moi, j'ai vu qu'il y avait... Alors, vous avez bien sûr parlé de Webflow, mais il y a aussi Typeform, il y a Card, il y a Stringy, mais je ne sais même pas ce que ça fait, moi, Weebly, il y a Airtable, et puis il y a Slack, qui est le forum, finalement, des non-codeurs, c'est bien ça ? C'est ça, c'est un outil de conversation instantanée, même utilisé en entreprise, très pratique pour la communauté. On se pose une question, finalement, on peut envoyer son interrogation et quelqu'un nous répond, c'est ça. Et il y a des canaux spécialisés et tout ça. Et sur les outils, justement, chaque outil qu'on sélectionne fait très bien son boulot, et souvent l'intérêt c'est de les combiner. Donc c'est là où il faut se retrouver dans la jungle de tout ça. Donc souvent, les gens viennent vers nous et puis on les renvoie ou vers d'autres experts qui sont ceinture noire de chaque outil, ou vers des formations. Donc ça dépend. Voilà, donc arrêtons de se plaindre quand on est une TPE comme quoi on n'y arrive pas ou que ça coûte trop cher. Allez regarder ce qui se passe dans le no-codage parce qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent vous permettre de démarrer en quelques heures et pour cela, faites-vous aider
faites-vous aider, par exemple, par contournement, bien évidemment. Voilà, merci en tout cas à vous tous d'avoir été avec moi ce matin. Cette émission s'achève, bien sûr. Et moi, je vous retrouve demain, évidemment. Et puis en attendant, on vous souhaite tous une très très belle journée. Ciao, ciao. À demain.